OK. Alors, bonsoir à tout le monde et merci à chacun d'entre vous d'avoir fait le temps de partout où vous trouvez en ce moment. Je vois de la liste des participants qui se sont inscrits, je vois des gens d'Abidjan, Côte d'Ivoire, Martinique, Cameroun, Guinée équatoriale. Donc, on est très nombreux des quatre coins du monde qui sont connectés ce soir et vous faites bien. Et nous aussi, nous sommes heureux de vous accueillir ici aujourd'hui. C'est l'association Stand on Our Shoulders en partenariat avec le VPMO, qui est le Virtual Project Management Office, qui vous accueille ce soir. Et notre oratrice, ce sera Clotilde Mbolo, que vous allez avoir le plaisir de découvrir ce soir. Alors, pour l'association Stand on Our Shoulders, je suis Rodrigue Obama, un des membres fondateurs, et Catherine Omok, qui est connectée également, est la secrétaire générale. Alors, c'est quoi l'association? C'est quoi le thème que nous avons ce soir? Et comment est-ce que tout notre webinaire va se dérouler? Alors, nos webinaires se déroulent généralement en 1h15. 1h15 organisées comme suit. On a 5 minutes juste pour parler brièvement de notre association et de ce que nous faisons. 5 minutes où on va parler du thème qui nous réunit ce soir et puis 5 petites minutes encore pour parler de l'orateur ou l'oratrice. Et puis l'orateur a 45 minutes pour nous faire sa présentation et puis on a 15 minutes pour poser des questions et on se sépare. Donc, en général, on va en 1h15 top chrono. Donc, c'est quoi l'association Stand on Our Shoulders? Comme son nom le dit en anglais, tenez-vous sur nos épaules. C'est un peu parti d'un cri ou d'un besoin pour la jeune génération d'avoir des modèles dans un monde qui aujourd'hui est en train de se perdre, dans un monde professionnel en totale déliquescence dans beaucoup de nos pays en Afrique. On nourrit une ambition plutôt grande, c'est de contribuer à la réinvention de l'expérience employée en Afrique subsaharienne. Alors, concrètement, tout ça part de quoi? Dans nos environnements professionnels aujourd'hui, on a un certain nombre d'écueils auxquels on fait face. Dans les entreprises, soit on va rencontrer de grosses difficultés avec les rémunérations qui ne sont pas stables, qui ne sont pas régulières. On aura parfois des employeurs qui vont verbalement et peut-être physiquement abuser des employés. On a des employés qui évoluent dans un environnement extrêmement stressant, extrêmement contraignant, qui va, en fin de compte, les rendre totalement improductifs, qui va finir par conduire beaucoup au burn-out et parfois directement à la mort et au suicide, comme on le verra dans la seconde partie de notre présentation. Donc, c'est fort de toutes ces constatations-là que nous nous sommes donné un objectif, une vision, c'est que nous voulons apporter notre pierre à l'édifice, nous voulons apporter notre contribution dans ce processus de réinventer l'expérience employée. Dans la plupart des entreprises, on met foncièrement l'accent sur l'expérience client, mais sans forcément tenir euh, compte ou alors donner la même valeur à ceux-là sur qui on va s'appuyer pour donner cette expérience client satisfaisante-là. Donc, on se dit, si on remet un peu de lumière sur ceux-là qui passent des nuits au bureau, sur ceux-là qui passent des nuits blanches à travailler, à trimer pour que les clients soient satisfaits, ce sera un peu de justice. Donc, d'où le choix de cette vision qui va être de réinventer l'expérience employée. Et les missions que nous nous sommes données, la première d'entre elles, naturellement, c'est de faciliter le dialogue entre employeurs et employés par des cellules d'écoute, par des séances de coaching, par des séances de, de collaboration directe entre les employeurs et les employés, de médiation également.
Ensuite, on s'est dit, les employés à chaque niveau de l'échelle, on a toujours besoin d'avoir un modèle devant nous. On a besoin de voir quelqu'un d'autre qui est passé par là, qui a traversé les étapes que nous traversons aujourd'hui et qui a pu s'en sortir. D'où les plateformes comme celle-ci, aujourd'hui, elles sont en ligne, mais dès l'année prochaine, elles se tiendront décidément en présentiel dans les différentes villes de notre pays et peut-être plus tard dans d'autres villes à travers le continent, où on organise des plateformes de rencontres avec des aînés. Le dernier webinaire, on avait un orateur 40 ans d'expérience qui a créé ses propres entreprises et c'est le cas également pour l'oratrice de ce soir, chef d'entreprise, coach, conférencière, qui a une longue expérience derrière elle et de laquelle on vient puiser pour s'abreuver, pour s'inspirer, s'orienter, aider à prendre une décision au niveau où l'on se trouve aujourd'hui. Une autre mission, c'est une mise en relation entre employeurs et talents. Il y a suffisamment de talents. Pour ceux d'entre vous qui ont recruté ces dernières années, vous vous rendez certainement compte d'une certaine baisse dans la qualité des ressources humaines qui sont proposées aux entreprises. Donc, si on peut aider ou contribuer dans le choix, dans l'amélioration ou à relever la qualité des personnes, des ressources qui vont être présentées aux entreprises, ça peut aider énormément aussi dans la pérennisation de nos entreprises en Afrique. Et à terme, c'est de pouvoir mettre en place une plateforme de rencontres panafricaines avec les chefs d'entreprise et les employés. Au cœur de toutes nos activités, il y a 3 valeurs que nous voulons promouvoir. C'est le respect, c'est la collaboration, c'est l'innovation, comme nous l'avons mentionné. Et l'exact stratégique, naturellement, c'est l'expérience employée au cœur de la croissance des entreprises, au cœur de la construction de l'expérience employée et de l'expérience client autant pour moi, des partages d'expérience et d'expertise comme ce que nous avons ce soir. Ensuite, des partenariats publics, privés, des partenariats et des plaidoyers pour faciliter et améliorer, aider à la sensibilisation, à la prise de conscience de tout ce qu'une entreprise peut perdre lorsque ses employés sont frustrés, lorsque ses employés sont stressés et ne peuvent pas être productifs. Et puis, naturellement, le pilotage des impacts, parce que tout cela doit pouvoir être suivi pour voir jusqu'où est-ce que ça porte des fruits au sein des entreprises. Donc, globalement, voilà l'association Stand on Our Shoulders, ce que nous faisons, nos activités. Aujourd'hui, on est représenté au Cameroun et on est en train de discuter avec d'autres personnes à travers des pays en Afrique francophone pour établir d'autres représentations. Donc, alors, le thème de ce soir, c'est stress et gestion des projets, prévenir les tensions pour mieux réussir. Alors, vous savez certainement à quel point le stress en milieu professionnel est parfois l'une des plus grandes causes de suicide en milieu professionnel, justement, dans la mesure où le stress, à la base, est une réaction naturelle qui est supposée nous défendre, nous aider à nous défendre face à un danger, qui est supposée nous aider peut-être à prendre la fuite, plier les poings pour bagarrer, s'engueuler, bref, une réaction de suivi face à une situation qui menace notre vie. Mais en milieu professionnel, lorsque on est en permanence contraint, on est en permanence frustré, on subit en permanence des abus verbaux, physiques, psychologiques. Cela plonge généralement les gens dans un état permanent de stress qui va faire baigner les cellules de leur corps dans de l'adrénaline en permanence et on se retrouve dans un environnement où tout ce stress-là nous conduit inéluctablement vers des maladies chroniques. Ça va être le psoriasis, ça va être l'oubli, ça va être des trous de mémoire et d'autres maladies encore plus graves qui peuvent conduire à des dénouements beaucoup moins heureux. Et
généralement, lorsqu'on est amené à conduire des projets, une entreprise, ça vit des projets, ça vit de ses opérations et de ses activités. Donc, lorsqu'on est amené à conduire des projets dans un tel état de stress, on va se retrouver tout le temps dans des petites guerres fratricides ou intestines parce qu'on se rend même, on a complètement perdu de vue quel était l'objectif de départ. Je me rappelle, il y a quelques années de cela, je travaillais dans une entreprise de télématique. On installait des traceurs dans des véhicules et puis de la vidéosurveillance intelligente embarquée ou statique dans des bâtiments. Et au cours d'un projet avec notre plus gros client, soit dit en passant, celui qui pesait pratiquement 80% de notre chiffre d'affaires, on se retrouve dans un contexte où ça fait à peu près 2 mois que les employés n'ont pas leur salaire et vous connaissez, on commence à bouder, on commence à traîner le pas. Ce qu'on peut faire rapidement, on fait exprès de le faire en 2, 3 heures de temps. Et cette chaîne-là, cet élément rallongé, ça fait tout un effet boule de neige au point où le projet a commencé à pâtir, a commencé à prendre des coups jusqu'à ce que le client commence à menacer même de nous retirer le projet. Donc, il a fallu une véritable discussion à cœur ouvert avec le management de l'entreprise pour leur faire comprendre que voilà les conditions dans lesquelles on vit. Certains d'entre nous sommes des chefs de famille, on a des responsabilités, comment on vit, comment on fait au quotidien. Donc, on se dit, beaucoup d'autres entreprises, beaucoup de PME, aujourd'hui, notre tissu industriel dans la plupart des pays en Afrique subsaharienne et francophones en particulier, si vous lisez des articles sur notre site web, vous verrez, beaucoup sont portés à 80% par des PME et la réalité des PME, elle est pratiquement la même partout en Afrique subsaharienne. Donc, on se dit, le partage d'expériences par des aînés qui sont passés par là et qui ont su tirer leur épingle du jeu peuvent énormément aider la jeune génération qui, elle, fait face à ces contraintes et ces difficultés-là aujourd'hui. D'où le webinaire de ce soir avec Clotilde Mbolo, à qui nous allons laisser le soin de se présenter brièvement et de rentrer pleinement dans ce qu'elle a préparé pour nous. Donc, Clotilde, vous avez la parole. Allô? Est-ce que mon écran est visible? Votre écran est visible et on vous entend très bien. D'accord. Alors, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis bien contente d'être avec vous ce soir. En plein fin d'année, une période particulièrement stressante, on peut le dire. Donc, je suis ravie de partager avec vous mon expérience sur la thématique du jour, stress et gestion de projet, prévenir les tensions pour mieux réussir. Alors, j'ai mon écran qui me dérange un tout petit peu là. OK. Alors, avant que on entre dans le vif du sujet, je souhaiterais que chacun de vous nous donne un mot qui symbolise le stress. Pour lui, quand on parle de stress, pour vous, quand on parle de stress, ça vous fait penser à quoi? Dans le chat. Pendant que vous le mettez dans le chat, je vais vous présenter brièvement l'agenda. On a 4 petits points à voir. Parler déjà du stress dans le contexte du management de projet en Afrique. Présenter les piliers qui peuvent nous servir à prévenir le stress. Je vous partagerai un tout petit peu mon expérience et bien entendu, il y aura quelques actions que nous pouvons adopter dès aujourd'hui pour anticiper sur le stress. Donc, est-ce que nous avons des mots dans le chat? Je ne sais pas, je ne suis pas en train de voir. OK, quota, objectif, à fleur de peau.
Voilà, voilà. Les autres, le stress, ça ne vous dit rien du tout, rien? Voilà, délai de livraison, anxiété, peur, voilà, démotivation, la peur encore, le mal d'estomac, oui, l'irritabilité, le burn-out, oui. Le stress, pour moi, c'est subir plus qu'il n'en faut, l'agressivité, la pression, la perte de contrôle, les deadlines, etc. Bon, je suis très contente de savoir que j'ai affaire à des personnes qui pensent la même chose que moi. Oui, parce qu'effectivement, tout ce que vous avez indiqué, la dépression, effectivement, renvoie au stress. Alors, faisons un peu connaissance. Je suis Etemembolo Clotilde, Project Manager depuis 23 ans, PMP depuis 2013. Mes 3 domaines d'expertise sont le management de projet, et c'est dans ce cadre que j'ai créé le VPMO, le Virtual Project Management Office. C'est un bureau de projet qui fait tout type de prestations en management de projet, que ce soit les études avant-projet, le leadership dans les projets ou les formations en management de projet, qu'elles soient certifiantes ou non. Parmi mes réalisations, vous compterez la construction de Douala Grand Mall, c'est au Cameroun, l'extension et la rénovation de zones à Toros Bank, c'est un centre commercial à Johannesburg, en Afrique du Sud. J'ai fait en 23 ans une centaine de projets dans l'informatique, l'archivage, les bureaux de projet, les assurances, les ressources humaines et la comptabilité, entre autres. C'est pour vous dire que, ah oui, j'ai frôlé le stress, j'ai croisé le stress. Je suis entrée dans la spirale du stress plusieurs fois. Dans le cadre de mon entreprise, nous publions tous les mois les statistiques qui nous présentent l'état de santé du marché du management de projets, que ce soit dans le monde, que ce soit en Afrique, et il y a un focus particulier sur le Cameroun. Je suis parmi les contributeurs de la rédaction du PMBOK, Project Management Body of Knowledge. C'est la Bible du management de projet. La 8e édition est sortie il y a quelques semaines et je fais partie des contributrices dans le monde. Nous étions très nombreux. J'ai aussi contribué à la rédaction d'un livre qu'on appelle Mastering Solution Delivery, qui était un partage d'expériences des managers de projets et des entrepreneurs pendant la période de COVID, qui était une période hyper stressante. Donc, j'ai aussi de l'expérience dans le leadership, j'ai de l'expérience dans la formation et dans le social. Je suis non promotrice des initiatives telles que Women in Project Management in Africa. Dans cette initiative, nous avons déjà formé 300 femmes rurales des villages dans le cadre du management de projet pour leur donner les rudiments. Et une autre initiative, c'est Ladies Support Ladies, qui vise à amplifier la voix des femmes dans le management de projet. Il s'agit ici principalement de mentorer les femmes. Nous l'avons fait pour plus de 100 femmes et filles dans les universités et dans l'environnement professionnel depuis 2020. Maintenant que nous avons fait connaissance, allons sur ce qui nous réunit ici aujourd'hui. Alors, le projet, ça c'est la définition toilettée qui est dans le PMBOK 8. C'est donc une initiative qui est limitée dans le temps. Une activité que vous allez faire avec une limite de temps, date de début et date de fin, dans un contexte unique. Et l'Afrique a le chic d'avoir des contextes uniques, même dans un même pays. Le but d'un projet, c'est donc de créer de la valeur pour transformer la société, pour changer les vies. Le projet est donc, dès sa définition, une grosse source de stress. Le stress, c'est tout ce que Rodrigue vous a dit, c'est aussi ce que vous avez présenté. Le stress va donc avoir un impact sur l'individu, sur l'équipe et sur le projet. Pour ce qui est de l'Afrique, on va constater que le stress vient d'où? Du fait que les délais sont généralement serrés. Vous savez, en Afrique, tout est à faire. Tout est à faire. Même ce qui est fait est parfois à refaire. Nous courons donc toujours après le temps. Les limites
les ressources sont généralement limitées. Nous avons beaucoup recours aux aides, ok? Nous avons recours à des fonds propres qui ne suffisent presque jamais. Les enjeux sociaux sont élevés, beaucoup de misère, de pauvreté, de maladies, de situations urgentes. La logistique, on s'approvisionne où? La plupart du temps à l'extérieur lorsque nous avons des projets à faire. Ça aussi, c'est une source de pression. On veut les résultats tout de suite et maintenant. Ça engendre donc des conflits, ok? Et l'environnement africain est extrêmement conflictuel. Les guerres civiles, les instabilités politiques, faire des projets dans cet environnement est extrêmement challengeant. Bien. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour anticiper? Attention, le stress, oui, il va nous mettre mal, mais le stress aussi est une source de motivation. Et donc, si nous gérons bien le stress, nous pouvons performer. Nous proposons 3 piliers pour nous permettre de prévenir le stress. Le premier, c'est le dialogue. Le dialogue est un bon bouclier anti-stress. Avec le dialogue, nous pouvons atteindre la sécurité psychologique. Il suffit de créer un environnement où on accepte les erreurs. Donnons-nous la chance de faire les erreurs plutôt que d'importer toujours des solutions, plutôt que je sais pas moi, d'utiliser ce que les autres nous imposent ou décident pour nous. Il y a quelques années, nous étions en visite dans une université privée et l'université se targuait d'avoir les meilleurs informaticiens d'Afrique. Et une question que j'avais posée, c'était: parmi les logiciels de gestion que vous utilisez, combien ont été développés par vos propres étudiants? La réponse, c'était 0. Vous voyez donc cette grosse dépendance à l'extérieur, alors que nous pouvons commencer par nos propres produits. Même s'il y a des erreurs, on va s'améliorer. Rien que le fait d'aller s'approvisionner à l'extérieur est une grosse source de démotivation et de stress. Si vous êtes fabriqué par une école qui ne peut pas vous faire confiance au point d'utiliser votre produit, quelle confiance pouvez-vous avoir dans votre marché, dans votre système universitaire, etc. Le dialogue va nous permettre d'améliorer les relations employeurs-employés, à condition qu'on soit capable de créer un espace sûr pour laisser les uns et les autres s'exprimer, permettre aux employés de faire des propositions et ne pas poser de jugement sur le regard que les employés pourraient apporter pour pouvoir améliorer les choses. Le dialogue va aider à avoir un environnement de transparence. Parler sans peur des risques, communiquer sur les changements, sur la réussite. Tout ceci va permettre de remplacer l'anxiété par une préparation collective. Et le dialogue, enfin, c'est aussi de favoriser la culture du feedback. Ce n'est pas parce que vous êtes un employeur que vous connaissez tout. Ce n'est pas parce que vous étiez major à l'école que vous avez la science infuse. Ce n'est pas parce que vous êtes le manager que vous connaissez tout. Et le feedback, c'est dans les deux sens. Les équipes doivent rendre compte au chef de projet, au manager, le manager de projet ou le manager tout court doit aussi rendre compte aux équipes. Ça permet d'encourager une co-construction en équipe et d'affronter le stress ensemble. Le deuxième moyen de prévenir le stress que nous recommandons, c'est au niveau du projet. Nous sommes en train de parler du stress et du management de projet. Nous avons des manuels qui nous parlent des normes, des standards, des bonnes pratiques de management de projet. C'est pour atteindre la réussite, c'est vrai, mais aussi c'est pour pouvoir nous permettre d'anticiper et d'éviter les échecs.
Un des moyens des échecs, une des raisons pour lesquelles les projets échouent, c'est au niveau de la planification. Nous faisons souvent des planifications irréalistes, au-delà des moyens qui sont à notre disposition, au-delà de tout ce que nous avons à notre disposition. Nous faisons des planifications avec une certitude quasi à 100%, et à la fin, on est surpris par beaucoup de choses. Alors, avec une planification réaliste, nous serons capables de prévoir des marges de manœuvre pour faire face à tout changement qui pourrait arriver en cours de projet. Tenez compte de la priorisation. Vous ne pouvez pas planifier sans organiser en séquence les activités, sans connaître les activités, sans tenir compte du séquencement. Pour séquencer les activités, vous devez tenir compte des priorités, des urgences, de ce qui est important et de ce qui n'est pas important pour pouvoir répartir votre énergie. La méthode Moscou va vous permettre de savoir ce qui est indispensable pour que vous puissiez donc dire non à ce qui ne l'est pas et qui est plutôt une source de stress. L'approche agile, qui est très à la mode depuis quelques temps, va nous permettre de diviser les tâches et de mettre le focus sur les challenges à court terme. Ça ne vaut pas la peine de transporter un stress pendant 3 ans sur un projet qui va durer 3 ans. Découpez votre projet trimestriellement, par exemple, et gérer le stress du premier trimestre. Et puis, vous passez à celui du deuxième trimestre, ainsi de suite jusqu'à la fin. Et surtout, ça vous permet d'éviter la grosse pression de la fin au moment où vous venez présenter le produit. Non, commencez à présenter les livrables intermédiaires et à amortir le stress pour bénéficier à la fin de votre projet de la grosse joie de livrer quelque chose d'important. Le dernier pilier que nous allons vous présenter pour prévenir les tensions et anticiper sur le stress, c'est le renforcement de la résilience par l'autonomie et une bonne gestion de l'intelligence émotionnelle. Vous devez encourager l'autonomie dans votre équipe. Être le seul qui sait tout, le seul qui est au centre de tout, ne vous aide pas. Pas du tout. Aider les équipes à être autonomes. En tant que manager, fixez les objectifs et laissez l'équipe déterminer les moyens et décider de comment réaliser les tâches. Le micromanagement est une grosse source de stress. Fuyez ça. Le deuxième point, c'est l'intelligence émotionnelle. Former les managers, former les équipes à reconnaître leurs propres signes de stress et à reconnaître les signes de stress chez les autres pour pouvoir intervenir tôt et éviter le pire. Pour renforcer la résilience, il faut aussi s'octroyer le droit à la déconnexion. Faites des pauses de temps en temps. Mieux, formalisez les pauses. Dans votre temps de travail, prévoyez les pauses. Obligez vos équipes à prendre les pauses, à prendre les congés, à lâcher prise de temps en temps. Déconnectez-vous un peu des ordinateurs, du travail. Ne ramenez pas systématiquement le travail à la maison. C'est plus dur à dire qu'à faire, mais essayez pour passer au moins à autre chose. Donnez accès à un soutien par le coaching, le mentorat à vos équipes ou même à vous-même. Dites-vous bien, si même les présidents de la République ont besoin de mentors, à plus forte raison, nous autres. Tout le monde a besoin d'un mentor, c'est important. Et le dernier point, c'est la récompense. N'attendez pas le gros lot pour célébrer, pour lâcher prise, pour jubiler. Commencez par célébrer les petites victoires. Ça va vous motiver à aller de l'avant. Célébrer les petites victoires, c'est un message fort que vous envoyez à vos équipes, que vous croyez en eux, que ensemble vous allez pouvoir affronter tout type
de challenge. Alors, à titre personnel, quelle est mon expérience? En 23 ans d'expérience et même au-delà, mes sources de stress que j'ai identifiées et sur lesquelles j'ai travaillé et continue de travailler, c'est la mauvaise ambiance. Je ne suis jamais à l'aise lorsqu'il y a une mauvaise ambiance. Des coups bas, des personnes qui sont toujours mécontentes, des personnes extrêmement pessimistes, des discours négatifs, les gens qui ne croient à rien, qui disent toujours que c'est la faute aux autres, etc. Je n'aime pas ça. Des gens qui n'ont pas foi en eux, qui ne croient en rien. Cette mauvaise ambiance me tue le moral et ça me stresse. Un environnement toxique. Ces environnements où on fait toujours des coups bas, où tel doit être mieux que l'autre, on cherche votre place, il y a des taupes, il y a des indiques, il y a... non, ça, c'est pour moi des espaces que je fuis. Lorsque je suis dans une situation où je n'ai pas le contrôle, je vais être en stress. J'aime comprendre ce qui se passe pour m'engager. J'aime avoir le contrôle, voir les choses venir, préparer, m'organiser et là, je vais m'engager à 100%. Lorsqu'il n'y a pas d'argent pour pouvoir conduire un challenge jusqu'à son terme, non seulement ça me démotive, mais ça me crée aussi un stress. Parce que j'engage une équipe, j'engage des ressources, je m'engage moi-même. Lorsque je tombe sur un élément bloquant, comme l'argent, qui est un élément clé, alors là, je me trouve souvent complètement démoralisée. L'absence d'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale a aussi été pour moi une grosse source de stress. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et que je m'y plais, même si c'est très difficile. Chaque fois que je me suis retrouvée dans une situation où j'ai dû choisir entre mes enfants et mon travail, quand je dis mes enfants et mon travail, c'est-à-dire que je dois me retrouver à l'arbre de Noël de mes enfants, par exemple, à l'école, mais en même temps, il faudrait que je sois à un contrôle au bureau. C'est une situation qui me stresse énormément. Parce que être à l'arbre de Noël de mes enfants, je ne pense pas que c'est quelqu'un d'autre qui devrait aller le faire. Ça fait partie des choses que je n'aimerais jamais déléguer. Mon rôle de mère, quand je dois le jouer, je veux le jouer à fond et je ne voudrais pas qu'on m'en veuille pour ça parce qu'on m'attend sur un autre terrain qui est le terrain professionnel. Tout comme au moment où j'ai engagé un challenge, au moment où j'ai engagé une bataille sur le chantier professionnel, où je vois déjà des résultats arriver, je sais que j'ai les moyens, je suis capable, je suis à la hauteur, je ne voudrais pas qu'on m'appelle dans ma famille pour me dire « Ah, tu ne nous as pas fait à manger, tu ne nous as pas fait ceci. » Non, vraiment, là, ça me crée du stress et voilà. Le dernier point qui me crée du stress, c'est la surcharge de travail. J'ai travaillé dans une entreprise où, à un moment, j'ai été amenée à conduire 15 projets en même temps dans plus de 5 villes du Cameroun. Ça implique beaucoup de voyages, des tableaux de bord, une supervision rigoureuse, énormément de parties prenantes. On faisait des projets pour les clients. À un moment donné, je bloque parce que je ne m'en sors plus. Oui, tous les 15 projets n'ont pas été démarrés au même moment, c'est vrai, ok? Donc, je ne mettais pas la même énergie dans tous ces projets, mais ça a été extrêmement challengeant et ça a été ma plus grosse source de stress en situation de surcharge de travail. Alors, comment j'ai fait pour surmonter et survivre à tout ça? Parce que tout ce qui est raconté là, vraiment, ça aurait pu m'amener loin, n'est-ce pas? Les astuces que j'ai employées, c'est développement personnel. Je continue de travailler sur moi pour me connaître. Quelles sont mes limites? Quelles sont mes capacités? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Qu'est-ce que je peux faire mais qui me fait du mal et que je ne mérite, que je dois laisser de côté? Le développement personnel me permet donc de me connaître avant d'engager l'outil qu'est moi, parce que je suis mon propre outil, avant d'engager cet outil dans n'importe quelle bataille. Le développement professionnel aussi,
Quand on dit de vous que vous êtes expert, il faut mériter ce titre. Et l'obsolescence est toujours à nos portes. Donc, j'ai besoin de me développer, de me former. Autant j'aime former, autant je me forme énormément pour rester au top. Une autre astuce, c'est manger. Oui, on néglige souvent ça. Mais, comme dit ma mère, bien manger, c'est le commencement de la santé. N'allez pas chercher de l'argent pour aller payer les hôpitaux. Commencez par chercher de l'argent pour bien manger. Parce que quand vous mangez bien, vous apportez les nutriments essentiels à votre corps pour tenir debout. Et Dieu sait que moi, je travaille pendant de très longues heures. OK? Il faut donc que je mange bien. Des nourritures enrichissantes, un menu qui me plaît, etc. Il faut des moyens pour ça. Je dors aussi quand il faut dormir. OK? Quand le moment de dormir arrive, je vous assure, je peux enchaîner 10 heures de sommeil, 11 heures de sommeil. Et quand je sors de là, je suis inarrêtable. Je ne vais pas dormir comme ça tous les jours. Peut-être une fois tous les 2 ou 3 mois. Je vais me permettre un sommeil qui ressemble à un coma. Et c'est un sommeil hyper réparateur. Et j'ai l'impression qu'il m'apporte des nutriments. Je me permets aussi des voyages pour aller découvrir d'autres cultures, pour aller découvrir d'autres choses et m'évader un peu. Le volontariat aussi est une source d'anti-stress parce qu'elle me permet, que ce soit un volontariat structuré ou non, ça me permet de give back, rendre un peu à la société, rendre un peu à la vie ce que la vie m'a donné. La vie m'a gratifié d'énormément de choses. Et de temps en temps, gratuitement, pour rien, parfois même dans l'anonymat, je vais me lancer dans des actions volontaristes, bénévoles, et ça me fait du bien d'apporter un peu de sourire aux autres. La prière. La prière me permet de me reconnecter à moi-même, de me connecter au Créateur en qui je crois et d'avoir des conversations intimes avec lui. La méthode Moscow que j'ai présentée tout à l'heure va me permettre de voir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas utile, ne pas s'encombrer la tête, ne surchargez pas votre tête. Moi, je ne retiens pas tout. Hein? On se moque souvent de moi. J'ai 2 numéros de téléphone, mais je ne connais qu'un par cœur. Si vous me demandez mon 2e numéro de téléphone, je vais aller regarder dans mon téléphone. C'est valable pour tous mes proches. Je ne connais pas leur numéro de téléphone par cœur. C'est mentionné quelque part. Donc, moi, je ne m'encombre pas de la tête des choses que je peux écrire quelque part, que je peux noter, transporter avec moi, parce que je veux aussi me libérer un tout petit peu. La lecture, l'écriture, l'écoute active sont aussi d'autres moyens. Ces posts que je fais sur LinkedIn pour partager mon expérience sont en réalité des moyens de me déstresser aussi. Ça m'apporte d'autres choses, hein, mais ça m'apporte aussi du stress. C'est parfois des histoires que j'ai vécues il y a 20 ans que je vous raconte et vous savez parce que ça me donne. Et le dernier point, c'est le sport. Je pratique le footing, hein, un peu de footing, un peu voilà, et la natation. Ça me permet de me laver de mes péchés, de mauvaises pensées et de voyager un peu. Voilà, ça m'aide physiquement à être en santé et ça fait partie des choses qui font que généralement on ne me donne pas mon âge quand on me voit. On pense toujours que je suis plus jeune que mon âge. Qu'est-ce que ça m'apporte donc comme résultat en dehors de faire moins que mon âge? Alors, grâce à ces astuces, j'ai changé mon rapport à l'échec. Avant, quand j'échouais, je disais, ah, vraiment, je suis une échoueuse. Non. Aujourd'hui, l'échec ne me définit pas. L'échec, c'est une étape de ma réussite. Point. C'est comme ça que je vois les choses. Grâce à ces astuces, je sais lâcher prise. Et je vais vous dire, c'est grâce au développement personnel que j'ai découvert que l'un des problèmes que j'avais, c'était que je ne savais pas lâcher prise. Moi, je suis orientée résultat. Tant que je n'ai pas les résultats, je vous assure, je ne m'arrête pas. Et c'est une grosse source de stress. Grâce au développement personnel, j'ai appris que je peux lâcher prise. Le monde va continuer à tourner. Si ce n'est pas moi qui apporte la réussite, je pose les bases, quelqu'un d'autre apporte la réussite et ça me réjouit comme si c'était moi qui l'avais fait. Grâce à ces astuces, j'ai de meilleures performances. Allez sur mon profil LinkedIn, vous verrez les témoignages que des personnes ont fait sur mon profil.
Et quand je regarde ça, je me dis, ah oui, j'ai vraiment raison de le faire. Avec ces astuces, j'anticipe mieux et je subis moins. Je subis moins mes projets. Aujourd'hui, quand je fais les projets, on me dit, ah oui, vraiment, ça a l'air d'être facile, mais non. Mais non, c'est vrai que c'est une longue expérience, mais c'est aussi un gros travail. Je subis moins la vie. Je choisis ce que je fais. Je choisis là où je veux aller. Aujourd'hui, oui, j'ai la possibilité de choisir avec qui travailler. J'ai la possibilité de choisir sur quoi travailler. On ne m'arrête pas là-bas. Et ça, c'est une délivrance qui me fait du bien. Je n'ai plus le stress de, ah, si je rate cette opportunité, vraiment, je vais mal. Non, si je la rate, une autre arrivera et elle peut être meilleure. Et enfin, je suis plus créative. D'année en année, hein, je faisais encore le bilan de cette année par rapport à l'année dernière et je me disais, waouh, quel chemin, je vous assure. 2025 a été extraordinaire. Il y a eu des moments extrêmement difficiles pour moi. Mais quand je vois les bons moments que j'ai eu cette année, je vous assure, je n'en reviens pas. Dieu a été bon envers moi cette année. Alors, le dernier point, c'est une interpellation. Passons à l'action. Le stress n'est pas une fatalité. Changez votre rapport au stress. Nous pouvons passer de la pression à la performance durable. C'est possible et je l'ai souligné parce que c'est par là que nous devons commencer. Croire que c'est possible. Si vous vous dites que le stress, ah, c'est la malchance, je dois seulement faire avec, vous avez déjà échoué. Vous allez le subir. Non. Vous pouvez vivre avec, dominer le stress et avoir la performance. Alors, le deuxième point d'action, vous devez vous connaître. Connaissez-vous vous-même. Tout le monde a des limites, tout le monde a des forces, tout le monde a des faiblesses. Chaque fois que vous irez au-delà de vos limites, malgré vous, contre vous, ça va vous faire plus de mal que de bien. Jusqu'où pouvez-vous aller? Jusqu'où voulez-vous aller? Dans quel but? Pour servir quel combat? Quelle valeur? Quelles sont donc vos forces intellectuelles, physiques, financières, etc. Le troisième point d'action, investissez dans la prévention du stress. En dehors de ce que peut faire votre employeur, c'est votre responsabilité. Faites des formations, faites le sport et autre chose. Investissez. L'investissement n'est pas toujours coûteux. Oui, ça peut nécessiter de l'argent, mais pas toujours. OK? Choisissez bien votre entourage professionnel, social, familial. L'entourage est aussi une source de stress. Vous n'êtes pas obligé de travailler dans une entreprise où on vous rabaisse, où on vous chosifie, où on vous promet la mort, le licenciement du matin au soir. Non, vous n'êtes pas obligé. Faites tout ce qu'il faut faire pour pouvoir vendre vos compétences ailleurs et aller là où on vous valorise. Allez là où on sait que vous êtes quelqu'un. Cinquième point, parler du stress sans honte. Nous, les Africains, nous pensons que c'est l'affaire des autres. Non, c'est aussi notre affaire. Et ne vous dites pas, quand vous allez dire que vous êtes sous stress, qu'on va dire que vous êtes faible, vous êtes un raté, etc. Non, vous n'êtes pas obligé d'être fort tout le temps. Vous n'êtes pas obligé d'être fort partout. Vous n'êtes pas obligé d'être fort devant n'importe qui, devant n'importe quel élément. Parlez du stress sans honte pour anticiper, pour vaincre le stress. Intéressez-vous à comment les autres gèrent le stress. Intégrez la gestion proactive du stress comme un indicateur clé de succès dans tous vos projets. Je ne m'adresse pas seulement aux managers de projet. Nous gérons des projets, qu'on soit des managers de projet ou non. Vous avez vos propres projets personnels, vous préparez des événements, vous préparez, je ne sais pas moi quoi, d'autres, votre plan de carrière. Mettez-vous en tête que l'un des indicateurs de performance dans ce projet de changement de carrière, dans ce projet de conquête d'un diplôme, doit être la gestion proactive du stress. Si ce projet est une source de stress, il faut aller chercher pourquoi et en quoi et éliminer ces sources de stress pour pouvoir bien avancer. Déléguer et demander de l'aide. Déléguer.
Vous n'êtes pas fort parce que vous faites tout dans un groupe de 10, de 20 personnes. Non, du tout. Vous êtes fort parce que vous êtes capable de conduire 10 personnes au bout du chemin, parce que vous êtes capable de déplacer une montagne avec votre équipe, votre famille, vos amis. Déléguer, demander de l'aide. N'ayez pas honte d'utiliser une aide ménagère à la maison, d'utiliser un frère pour vous aider dans la réflexion d'un rapport, d'un mémoire, etc. Demandez de l'aide et soyez reconnaissants. 8e action que je vous invite à faire, évitez de prendre tout personnellement. Ça aussi, c'était une grosse source de stress pour moi. Je prenais tout personnellement. Quand on me disait que mon travail n'avait pas été bien fait, j'estimais qu'on m'avait insulté, qu'on m'avait dit que j'étais cancre. Non, pas du tout. Vous avez des limites. OK? Ne prenez pas tout personnellement. Même quand quelqu'un va vous engueuler, même quand quelqu'un voudra en venir aux mains avec vous, soyez au-dessus de ça. Détachez-vous un tout petit peu des problèmes. Vous allez voir combien il sera plus facile pour vous de les aborder. Évitez d'être une source de stress pour les autres. Ah oui, ces environnements toxiques dans lesquels nous nous retrouvons, nous participons parfois à ça, OK? Alors, vous êtes une source de stress. Vous allez mettre de la pression à vos équipes. Et quand vous allez voir que les équipes vous renvoient de la pression, vous vous retrouvez dans une spirale de pression. Non, vous n'avez pas besoin de gronder les gens, de crier sur les gens. Vous n'avez pas besoin de les rabaisser, de les insulter pour que les choses soient faites. Non. Soyez zen et encouragez tout le monde à créer un environnement sain. Évitez d'être une source de stress pour les autres. Vous n'êtes pas une meilleure personne lorsque vous stressez vos enfants, lorsque vous stressez vos frères, lorsque vous stressez vos collègues. Non, pas du tout. Et sachez qu'en stressant les autres, ils vous renverront le stress et vous allez vous retrouver dans le stress. Le dernier point, en cas de besoin, consultez un thérapeute. Si vraiment vous n'arrivez, malgré tout, vous n'arrivez pas à vous en sortir, ça devient un cas sérieux, allez rencontrer un thérapeute. Alors, tout au long de ma présentation, j'ai été accompagnée de quelques images. Stephen Covey, c'est un ouvrage que je vous recommande, qui va vous présenter les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Et vous verrez comment est-ce que, malgré le stress, ou alors en abordant bien le stress, vous allez quand même réussir vos projets, réussir vos activités. Peter Senge, lui, va vous apporter le nécessaire pour l'organisation. L'organisation en tant qu'entreprise, c'est vrai, mais même vous-même, comment vous organisez? Parce que le stress naît aussi dans le désordre. On ne sait pas par où commencer, où continuer, où terminer. La structuration de tout ça est importante et ce livre, je vous le recommande, il peut vous aider. Le PMBOK, la Bible des managers de projet, que vous soyez PMP ou pas, il suffit d'être membre du PMI, vous allez télécharger ce document. Il suffit de l'acheter vous-même, vous l'utilisez et ça va vous aider pour gérer vos projets sans stress. On a Daniel Goleman, lui, il va vous apporter tout ce qu'il faut en matière d'intelligence émotionnelle. Comment l'analyser? Comment comprendre vos propres émotions, les émotions des autres et surtout, comment faire avec. Mastering Solution Delivery, ce livre dans lequel j'ai apporté une contribution, le chapitre que j'ai rédigé, c'est Pedaling All the Way, c'est la page 113, il est disponible sur Amazon, tout comme tous les autres livres. Et dans ce livre, j'ai donc partagé mon expérience en tant qu'entreprise. Pendant la période Covid, qui était une période de stress, où il y a eu le confinement, tout a été bloqué. Mais mon entreprise n'a pas mis la clé sous le paillasson. Qu'ai-je je fait? J'ai continué de pédaler. Eh bien, en gros, ce que j'explique dedans, j'ai compris que mon entreprise était un vélo qui pouvait me permettre de faire le tour du monde. Mais avec le confinement, j'ai transformé ce vélo en vélo de salle. Le vélo que vous utilisez dans le sport, il m'a permis
de continuer à travailler mes muscles pour qu'une fois la pandémie passée, j'aille à nouveau à la conquête du monde. C'est ce chapitre que j'ai rédigé. Alors ici, j'ai découvert ça récemment, ce rapport. Et je me suis dit, waouh, Rodrigue m'a mis sur quelque chose et il faut que j'en parle. Il s'agit du rapport mondial sur le bonheur qui mesure le bonheur par pays. Vous savez qui publie ça? Les Nations Unies. Depuis 2012, on nous dit les pays où les gens sont les plus heureux dans le monde. Il y a un indice. Je vous invite à vous documenter dessus, chercher sur Google. Vous allez voir quelle est la situation de votre pays. Quand on parle de pays, c'est vous, c'est nous, puisque nous sommes des habitants d'un pays et vous verrez le niveau de bonheur avec les raisons qui peuvent expliquer que on est des pays où des gens sont très heureux, et d'autres où les gens sont les moins heureux possibles. Donc, je vous invite à regarder ça, c'est en droite ligne avec le stress. Si les Nations Unies se penchent sur une telle question, dites-moi, nous là, on ne va pas se pencher sur le stress. Pourquoi? Je vous souhaite une année 2026 où vous avez dompté le stress, où vous avez maîtrisé le stress. En tout cas, moi, je suis en route pour clôturer 2025. Rendez-vous en 2026. Merci dans les différentes langues qui sont parlées au Cameroun. Il y a à peu près 300. Donc, cet échantillon ne représente même pas 1%. Merci, Rodrigue. Merci à tous. Disponible, je suis pour vos questions. Wow, merci beaucoup, Clotilde. Je suis personnellement très époustouflé par tout ce que je viens d'apprendre et je pense que vous voyez les réactions de tous nos participants qui sont dans le même état d'esprit et de joie que moi. Donc, on a encore devant nous à peu près 14 minutes. On pourra poser quelques questions à Clotilde en rapport avec tout ce que nous venons de voir, un bref partage d'expériences personnelles, essayons d'être concis, précis, pour laisser le maximum d'espace à d'autres de participer, d'avoir cet échange-là avec Clotilde. Donc, vous ouvrez votre micro, vous posez votre question et vous faites votre commentaire. Ils peuvent prendre la parole. Il y a Rostand qui a levé la main. Oui, ils peuvent simplement ouvrir le micro et parler. Je vois la main effectivement de Rostand. Oui. Merci pour la parole donnée. Je remercie Clotilde pour le brillant exposé qu'elle a fait. Et elle a insisté, il y a un aspect qu'elle a développé, la gestion de l'intelligence émotionnelle. Peut-être quelques précisions en rapport avec son expérience, parce que je me dis que la gestion du stress réside justement dans la gestion de l'émotion. Si vous avez constaté, j'ai fait un commentaire pendant l'exposé. Je crois que ça peut être utile, puisque la gestion du stress est capitale. On peut l'éviter, mais lorsqu'on l'a déjà, il faut savoir gérer. Merci. Ok, merci Rostand pour la question. Alors, très souvent, on pense que quand on parle d'intelligence émotionnelle, c'est de déceler chez les autres leurs émotions. C'est ça, oui. Mais c'est d'abord nos propres émotions. Alors, vous devez être capable de savoir que vous êtes déjà en train d'atteindre votre limite. Vous êtes en train de glisser vers une situation anxiogène et vous en éloigner, par exemple, ou affronter la situation. J'ai quelque chose que j'aime souvent dire à mes apprenants, sachez choisir vos batailles. Toutes les batailles ne valent pas la peine d'être menées à tout moment. Si c'est l'heure du travail, travaillez d'abord. Faites fi des personnes qui vont faire des mauvais commentaires sur vous, qui vont vous injurier, qui peuvent même en venir aux mains. Et effectivement, dans le cadre des projets, moi, j'ai été confrontée
plusieurs fois à des situations où des équipes disaient, ben, non, nous, on ne veut pas d'elle comme chef de projet. Ah, on ne la connaît pas. Elle est qui? Et dès le premier contact, je dis bien dès le premier contact, c'était le choc, n'est-ce pas? Alors, le management de projet nous donne des outils pour pouvoir le faire. Hein? On a, par exemple, la théorie de Tuckman qui va nous permettre de pouvoir passer d'un groupe à une équipe en suivant des étapes. Alors, l'intelligence émotionnelle intervient à quel moment? L'intelligence émotionnelle intervient à partir du moment où moi-même, je connais d'abord les limites que je me pose personnellement. OK? Dans mon langage, je ne m'autorise pas un certain type de langage dans ma tenue en public parce que je ne voudrais pas prêter le flanc. OK? Il y a des attitudes que si vous adoptez, je ne vais plus me maîtriser. Et donc, dès que je vois que ça arrive, pour pouvoir anticiper, il y a des signes avant-coureurs. Hein? Et c'est en ça que l'intelligence émotionnelle est importante. Quel type d'émotion va générer quel type de comportement chez moi, premièrement. Maintenant, vous devez aussi connaître votre équipe. Que ce soit dans le projet, que ce soit dans le travail, vous devez connaître ceux avec qui vous êtes, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des personnes qui pleurent parce qu'elles ont vu d'autres pleurer? Ça existe. Dans votre équipe, il y a des gens comme ça qui ont des nerfs à fleur de peau. Si ça s'est mal passé chez eux, ils vont vous pourrir l'ambiance au bureau. Vous devez donc être capable, à partir de leur mine, des mots qu'ils utilisent, de leurs attitudes, de comprendre que ce gars est peut-être dans ses derniers retranchements. Il faut l'extraire du groupe, l'amener ailleurs. Peut-être on va lui donner un petit congé d'un jour pour qu'il se repose. On va échanger avec lui. On va désamorcer la bombe. Il faut donc éviter des comportements de raillerie, de moquerie. Parfois, quelqu'un exprime sa douleur. On dit les hommes ne pleurent pas. Parce qu'il a pleuré, ça devient un objet de moquerie. Or, ce gars est peut-être tellement à bout avec des problèmes personnels, etc., que vous ne connaissez pas. J'ai vécu une situation il n'y a pas très, très longtemps d'un groupe de personnes que je mentore à distance. Il y avait une personne dans le groupe qui est un performeur que je connais. Il a été mon étudiant, j'ai travaillé avec lui, je le connais. Et un jour, j'apprends que le groupe l'a exclu. Et j'ai trouvé ça gros. Le groupe m'avait demandé conseil avant, je leur ai dit, laissez-le, s'il ne va pas bien, laissez-le le temps qu'il se remette. Mais il ne nous dit pas pourquoi il ne va pas bien, etc. Et ils l'ont exclu. Je suis repartie vers cette personne qui a été exclue, combien de mois? 6 mois après son exclusion. Juste un message sur WhatsApp. Je te sens plus en ligne, je t'ai fait 3 messages, tu ne m'as pas répondu, j'espère que tu vas bien, en tout cas, je te souhaite d'être en santé. Il m'a fait un voice en larmes, c'est un monsieur, en larmes. Il est passé par un drame personnel. Son épouse a une maladie incurable et il a appris en fin d'année dernière. C'est une situation qu'il ne voulait partager avec personne. Vous voyez, le groupe l'a exclu. Je suis sûre que si ce groupe avait su ce par quoi il passait, on lui aurait donné une deuxième chance, n'est-ce pas? C'est ça l'intelligence émotionnelle. Ne partez pas sur des a priori. Si vous voyez quelqu'un qui travaille bien et un moment lâche, il y a une raison. Mais il n'est pas obligé de vous dire. C'est un problème personnel. Si son épouse passe par une maladie incurable, vous imaginez, vous croyez qu'il aura le cœur à travailler et il était presque en train de perdre son travail. Vous voyez un peu. Donc, quand on lui a dit qu'on va l'exclure du groupe, il n'a même pas répondu. Il m'a dit, là-bas, on ne me paye pas. Donc, si on m'exclut, ce n'est même pas grave. Mais là où on me paye, j'étais obligée d'aller me mettre à genoux et de dévoiler le dossier médical de mon épouse pour qu'on ne me mette pas dehors. On ne doit pas en arriver là. OK? Sachez lire à travers les lignes. Il ne me l'avait pas dit, hein? Et moi, j'avais déjà senti que non, ce gars qui travaille toujours bien, cette fois, il y a une bonne raison. Donc, voilà un peu l'expérience que je peux partager en termes de gestion d'intelligence émotionnelle.
Merci. D'accord, je crois que Salami avait la main levée également. Salami. Allô, bonsoir à tous. Oui, Est-ce bonsoir que vous Salami. m'entendez? Bonsoir, On vous coach, entend très bien. coach Imbolo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, franchement, j'en ai pris de la graine. Je dirais que c'est vraiment une masterclass que coach Imbolo nous a délivré ce soir. Alors, je me retrouve parfaitement dans tout ce qui a été exposé ce soir en tant que PMO au sein de l'entreprise où je travaille. Alors, nous sommes confrontés quotidiennement à un certain nombre de stress dans l'exercice de nos fonctions, entre planification, exécution et résultats attendus, entre parties prenantes, entre sponsors, entre directeurs projets et les clients qui attendent le delivery de leur projet à temps. Nous nous mettons un certain nombre de stress. Alors, partant de cela, est-ce que coach Mbolo, on ne peut pas catégoriser les stress en deux? Je veux dire les stress négatifs et les stress positifs. Parce que le fait d'atteindre des résultats, on se donne des moyens, on se met une toute petite pression pour pouvoir vraiment atteindre les résultats escomptés, des pressions pour pouvoir planifier, délivrer, exécuter et faire des retours d'expérience à la fin de la clôture du projet pour s'assurer que le projet que nous menons là roule sur de bons ports et peut atteindre les résultats escomptés. J'aimerais savoir s'il en existe des stress positifs. Quels sont ce genre de stress-là et comment est-ce qu'on peut les capitaliser dans la gestion de nos différents projets? Merci. Alors, merci là-bas, merci encore à la Côte d'Ivoire, à la belle famille. Alors oui, il existe effectivement deux catégories de stress. Il y a le stress positif et le stress négatif. Le stress positif va se voir à ses impacts sur nous. Oui, il y a des personnes qui ont besoin d'être sous stress pour dépasser leurs limites, pour voir leur génie s'exprimer à l'extrême. Mais ce n'est pas ça la majorité des cas. Ce n'est pas ça la majorité des cas. Lorsque vous êtes dans le cadre de la recherche, vous êtes sur le point de découvrir quelque chose qui va, par exemple, révolutionner le monde. Il ne s'agit pas d'un stress qui vient de quelqu'un, qui vient d'une structure. C'est un stress qui vient de l'intérieur de vous. Parce que vous êtes en train de voir comment ce sur quoi vous êtes en train de travailler va transformer un environnement, des habitudes de travail ou de vie, etc. Et cette source de stress qui est saine, n'est-ce pas? Bien qu'elle soit saine, doit quand même être maîtrisée. Parce que le risque, c'est que, bon, bien, ça va vous motiver. Les micros, ok. Donc, ce stress positif va vous porter, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on aura à la fin? Je crois avoir lu que la mission qui est allée sur Apollo, on a eu des astronautes lorsqu'ils sont revenus c'était de Mars ou de la Lune, certains je crois que c'est un qui s'est donné la mort, ok? Bah, je ne sais pas moi, il n'a pas vu Dieu, c'est vrai, mais il a vécu une expérience hors norme et le thérapeute avait toute sa place pour l'accompagner. Il a réalisé quelque chose de tellement grand qu'à la fin, il en est devenu quasi fou. Quasi fou. Et là, le thérapeute, on en a besoin, que ce soit un stress positif, que ce soit un stress négatif. Attention, c'est pour cela que j'ai dit, vous devez vous connaître. Quelles sont les limites? Le stress, ça rend vraiment malade, physiquement, c'est-à-dire que vous faites de la fièvre, vous avez des maux de tête, l'envie de vomir, vous avez vraiment l'impression qu'il vous faut quelque chose.
parfois, moi, j'ai déjà atteint ce stade et il a juste fallu que je dorme, que je joue avec mes enfants et que je sois guérie sans avoir pris aucun médicament. Et pourtant, j'ai grelotté, j'ai eu de la fièvre, j'ai transpiré, j'ai eu des vertiges. J'ai vraiment cru qu'il fallait qu'on m'hospitalise. Il a suffi d'une bonne nuit de sommeil, plus de 12 heures de temps, et voir les merveilles du Seigneur, et j'étais debout. Voilà. OK, donc on va prendre une dernière question, Pascal Godjo. On va prendre une dernière question. Bon. Et René, on prend les deux dernières questions pour arrêter pour ce soir, pour ne pas s'éterniser également ici. Donc, essayons d'être concis dans nos interventions. Pascal Godjo, René, vous avez tour à tour la parole, s'il vous plaît. OK. Bonsoir, Rodrigue. Bonsoir, Clotilde. Je suis toujours délecté à chaque fois que, voilà, j'écoute Clotilde parler. Voilà, ça respire de l'expérience, ça respire de la passion et c'est contagieux. Voilà, donc merci pour cette brillante présentation. Ma question rapidement, quels sont les critères principaux pour reconnaître qu'un project manager a la maîtrise de son projet? C'est vrai qu'à côté, je voulais partager un petit retour d'expérience, toujours en lien avec tout ce qu'elle a dit, parce que je suis dans le domaine de la construction. Et elle a été chef projet dans le Grand Mall. Et dans la construction en général, quand le boss arrive, tout le monde rase les murs. En fait, c'est une culture qui est généralement développée. Enfin, moi, dans les quelques projets que j'ai eu à faire, parce que voilà, j'ai été chef projet d'un lot sur le siège du BGFI à Monaco. Ben, mon approche était complètement différente. Moi, j'étais aux antipodes avec le fonctionnement de les autres fonds, parce que, comme tu as souligné un point qui est fondamental, en tant que project manager, on ne doit pas renvoyer le stress sur les collaborateurs avec qui on travaille. Donc, à chaque visite, moi, j'arrivais, je prenais tout le temps d'appeler, je gérais près de 45 personnes, mais je connaissais les prénoms de chacun. J'appelais chacun par son prénom déjà parce que ça établit un climat de confiance, ça une forme de respect. Et j'ai essayé toujours de montrer à ces équipes-là que, OK, on a un score, votre réussite conditionne mon succès en tant que project manager. Et j'ai fait cela, je vous assure, ça marche. Ce que Clotilde a dit, c'est, voilà, rien à dire. Moi, je confirme véritablement ce qu'elle a dit. Donc, pour revenir sur ma question, comme on a un peu de temps, Clotilde, s'il te plaît, peux-tu nous donner quelques KPI rapides, voilà, pour reconnaître qu'un project manager a la maîtrise de son projet et qu'il, on va dire quoi, qu'il est plus ou moins protégé, en fait, voilà, des situations de stress. Merci. OK, alors on nous enseigne que le manager, le chef de projet est responsable de la culture d'équipe. Quelle est la culture de ton équipe? Est-ce que ton équipe, c'est une équipe où les gens te craignent? Non, ce n'est pas une bonne culture. Ils ne pourront pas s'ouvrir à toi, ils ne pourront pas partager les feedbacks, etc. Ce ne sera pas possible. La culture d'équipe, c'est manger ensemble, grandir ensemble, rire ensemble, pleurer ensemble, vaincre ensemble, mourir ensemble. Quand on est un chef de projet, on ne cherche pas les boucs émissaires. On ne cherche pas les limites des uns et des autres pour aller les exposer et dire « Ah, je vous ai dit, ça ne savait rien, il faut le virer. » Non. Si l'équipe n'est pas bonne, c'est que le chef de projet n'est pas bon. Si l'équipe est bonne, le chef de projet est bon. Et donc, l'indicateur de performance ou de réussite, pour moi, dans un projet, c'est d'avoir un chef de projet qui a une équipe avec laquelle le courant passe. Une équipe qui comprend la vision, une équipe qui retrousse les manches pour aller conquérir la lune. Une équipe qui fait sienne tout ce qui se passe dans le projet, les échecs, les réussites, etc. Mais un chef de projet qui se détache de l'équipe et qui se dit « Ah, moi je suis bon et eux ils ne sont pas bons », ben non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. Et il n'y a pas de projet où on est seulement chef d'équipe, jamais. Le projet, c'est un chef d'équipe et
une équipe. Le chef de projet avec son équipe, vous réussissez ensemble, vous échouez ensemble. Vous vaincrez ensemble ou vous allez mourir ensemble. C'est ça la philosophie. Donc, la clé, c'est dans la culture d'équipe. Si la tête est paresseuse, ce sera une culture de paresse. On va se tourner les doigts. Si la tête croit à la chance, la malchance, l'équipe aussi va croire à la chance et à la malchance. Mais si la tête, c'est un conquérant, toute l'équipe est dans la conquête. Du plus grand au plus petit, ils vont se battre. C'est ça qui va donner la bonne ambiance. C'est ça qui va ramener les bons résultats. C'est ça à la fin qui va permettre que tout le monde soit fier de dire « j'ai travaillé dans ce projet ». Même s'il était là juste pour faire l'entretien, il va vous dire « oui, c'est moi qui faisais que l'environnement soit propre pour que les génies là vous sortent le produit que vous voyez ». Tout le monde sera fier d'en parler. Donc voilà pour moi la clé au niveau de cette question relative au stress et à l'équipe. D'accord, merci. René Ndenga pour la dernière question avant qu'on ne se sépare pour ce soir. Allô? Allô? Alors oui, René, vous aviez la main levée. Une dernière question pour qu'on ne se sépare pour ce soir. Bon, visiblement. Avec votre permission, si René n'est pas prêt, est-ce que je peux poser ma question? Oui, ok, allons-y. Mais c'est la dernière question pour ce soir. Merci beaucoup. Je remercie la madame pour la brillante conférence. Je suis de Bénin. Je suis Weno Dossa. Je voudrais savoir, au regard de tout ce qu'elle a dit, à quel moment ou bien comment on peut concrètement mesurer le niveau de stress dans une équipe sans créer de climat de méfiance ou de peur de jugement. Je le dis quand nous nous retrouvons dans une situation où l'équipe est multiculturelle. Merci beaucoup. Ok, merci Dossa, merci de nous avoir rejoints. J'espère que tout est redevenu normal au Bénin. On vous accompagne vraiment. On veut la paix en Afrique. Donc voilà. Alors, à quel moment est-ce qu'on sait qu'il y a du stress dans l'équipe? Lorsque il y a perte de foi. Vous savez, lorsque vous commencez le projet, tout le monde est très enthousiaste. On veut en découdre. Tout le monde veut aller dire, je suis en train de travailler sur tel grand projet. Je suis un élément fort de ce projet. Mais une fois que les gens commencent à avoir honte de ce projet, ils commencent à disparaître. Les gens commencent à être trop malades, trop absents, démotivés. C'est clair, il y a du stress. Pourquoi les gens peuvent perdre la foi dans quelque chose qui leur tenait à cœur il y a encore quelques jours ou quelques mois? Très probablement le stress. Et c'est pour cela qu'en tant que chef de projet, vous n'êtes pas seulement appelé à manier les outils, les techniques, les processus, tout ce qui est connu pour être votre armada, votre boîte à outils. Vous êtes aussi amené à regarder ce qu'on ne voit pas. OK? Vous allez donc vous intéresser à la détresse des gens. Parce que le stress, c'est un signal de détresse. Les gens sont déçus. Si on coupe leur salaire de façon injustifiée, vous n'aurez même pas besoin d'entendre ça à la radio. Vous verrez leur mine. Leur mine va changer. Ils vont commencer à traîner le pas quand ils viennent à la réunion. Ils vont remettre leur travail en retard. Vraiment, cette perte de motivation est déjà un signal qui doit vous alerter. Premièrement, quand les gens ne veulent plus observer les règles, c'est un signal. La rébellion, d'où vient la rébellion? Nous tous, à un moment donné, on s'est rebellés. Moi aussi, j'ai travaillé dans des entreprises et
À un moment, je me suis dit, mais non, il faut que je dise non, on va se soumettre, on va se soumettre. À un moment, on va dire stop. Et ce stop, on va le manifester par écrit, par les comportements. On est les retardataires, on ne veut plus assister aux réunions. Quand on veut célébrer, il y a quelqu'un qui ne veut pas célébrer. C'est un signe. Et pour faire face à ça, ne laissez pas ça en vous disant, ah, c'est un boudeur, on s'en fout, mettons-le en quarantaine. Ça, c'est la mauvaise approche. Malheureusement, c'est ce qui est souvent fait. Quand on a quelqu'un dans l'équipe qui exprime son mal-être, on se dit, il boude. Ah, vraiment, mettons-le de côté, punissons-le, sanctionnons-le. Non, allons l'écouter. Il faut qu'on lui donne la parole. C'est cela qu'on a parlé d'écoute active. Qu'ils nous disent. Et rappelez-vous que vous ne devez pas prendre ça personnellement. Cette personne qui boude parfois a des problèmes à la maison et a juste besoin qu'on lui donne un peu de temps. OK? J'ai eu énormément de problèmes en tant que mère avec mes chefs. J'ai travaillé dans des services où j'ai très souvent été la seule femme dans une équipe de 10 hommes, de 15 hommes. Et donc, on n'a pas les mêmes problèmes. Quand moi, je dois prendre mon congé de maternité, toute l'équipe se fâche parce qu'ils vont porter mes activités pendant 3 mois et demi. Le congé de maternité au Cameroun, c'est 3 mois et demi. Alors, ça fait que les autres se fâchent et ils vont se fâcher contre qui? Contre moi et contre les autres. Je dois prendre l'heure de TT pendant 15 mois. Donc, quand tout le monde travaille 8 heures de temps, moi, je devais travailler 7 heures de temps. Et le code du travail dit que je dois choisir. Si je veux, je prends mon heure de TT le matin. Donc, quand les gens arrivent au travail à 8 heures, moi, j'arrive à 9 heures et on ne considère pas que je suis en retard. Les gens rentrent à 18 heures, moi, je rentre à 17 heures et on ne considère. Donc, c'est la loi, n'est-ce pas? C'est une source de stress. Il faut leur expliquer. Il faut de la pédagogie. OK? Il faut leur expliquer. Donc, à un moment, j'ai pris beaucoup de congés de maternité. C'est pas que j'ai beaucoup d'enfants, hein, mais à chaque fois que j'avais un enfant en route, mais ces galets me fait vivre plus de 10 mois de galets. Le ventre la gonfle encore. Oh, on est mort. On va comprendre son travail. Oh, on va se passer. Et ils me font vivre un stress. OK? Comment je faisais? Quand je reviens de mon congé de maternité, je me donne à fond pour les soulager parce qu'ils ont dû prendre mon travail en plus quand on ne pouvait pas prendre des stagiaires. D'ailleurs, même quand on prend un stagiaire ne peut pas reprendre le travail d'un expert comme un expert. Vous voyez un peu? Donc, ça a causé du stress à l'équipe. Et là, vous voyez une équipe qui se fâche. Que doit faire le chef? D'abord, lui, il est fâché. Hein. Il est fâché parce que lui sait que, ah, voilà mon top performeur qui est en train d'aller devoir prendre des mois. On essaie de négocier. Ben, si j'accouche au bureau, qui sera content de me faire voir venir un enfant au bureau? Ils ne sont pas capables. Donc, ils sont contraints. Malgré la contrainte, ils seront mécontents. Mais le dialogue va beaucoup aider. Et je vous assure, la parole qui a fait qu'ils me comprennent, c'était, vous avez, vous, des femmes. Et vous êtes bien content de savoir que vos femmes vous donnent des enfants, des jumeaux, ça vous donne des titres. Vous êtes heureux. Pourquoi vous ne voulez pas que moi aussi, mon mari, soit heureux d'avoir des enfants? Parce que moi, je suis juste en train de travailler. Et ça, ils ont essayé de se mettre, pas à ma place, mais à la place de mon mari, pour comprendre donc cette fois ce que les collègues de leurs femmes vivent dans les entreprises. OK? Donc, ça fait que, date de désamorcer la bombe, ils ne vivaient plus ça comme une punition, premièrement. OK? Ils comprenaient que bah, c'est normal. Deuxièmement, quand je revenais de mon congé de maternité, ben non, je reprenais mon travail et je les soulageais. Et quand eux, ils devaient aller en congé annuel, je reprenais leur travail pour les soulager. C'est ainsi que, voilà, par le dialogue, par ce type de choses, on a pu évoluer. Ils ont intégré que, bah oui, on est 10 hommes avec une seule femme, on peut faire avec, n'est-ce pas? On est dans la construction, hein, elle est une petite femme là-bas, nous on est des colosses et tout, mais c'est le chef. Quand le chef dit avec le travail, on fait d'abord le travail. On laisse et on aura des moments, on avait des moments hein, de détente, hein, des activités de team building pour souffler un peu. Moi, je ne consomme pas d'alcool, mais quand il y avait une soirée bière, moi, je m'en vais m'asseoir avec eux pour faire les commentaires et pour surveiller la facture.
pour que la personne qui sert, vous savez, quand quelqu'un est déjà un peu à dépasser un peu la bouteille, on vous facture 5 bouteilles au lieu de 3. C'était moi qui faisais le contrôle de qualité. Non, 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 ce n'est pas ce qu'ils ont bu. J'étais quand même utile, même si je ne buvais pas de l'alcool avec eux. Et ce genre de choses qui se passent en dehors du projet ont un bon impact dans le projet. Ils savent que je ne suis pas contre eux, je suis avec eux. Nous sommes ensemble. Donc, voilà un peu le partage que je peux faire pour ces signes avant-coureurs et comment on peut anticiper. Ne croyez pas toujours que la réponse est dans les livres. Regardez aussi la situation et adaptez la solution. Ça va aller, ça marche. Ça marche toujours. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Merci. C'est l'expression d'une profonde gratitude. Merci beaucoup déjà d'avoir accepté l'invitation, Clotilde. Ça fait à peine quelques semaines qu'on se connaît seulement. On vous dit merci. Toute l'association Stand on Our Shoulders vous dit merci. Et je crois que Catherine est encore connectée. Donc, merci également à tout le monde qui s'est connecté depuis partout en Afrique et même hors de l'Afrique. J'ai trois amis qui sont là, Guadeloupe, Martinique. On vous dit merci énormément. Donc, peut-être Clotilde, un mot de la fin et on va se séparer pour ce soir. Alors, il faut savoir 2 choses. La première, l'enregistrement du webinaire sera disponible sur notre page LinkedIn, sur le site web de l'association, également sur la chaîne YouTube de l'association. Les 3 portent exactement le même nom, dans standonourshoulders.com, dont vous trouverez l'enregistrement complet, un article résumant tout ce qui a été dit ce soir également sera rédigé et publié sur LinkedIn et sur notre site web. Donc, on pourra poursuivre ces échanges peut-être sur LinkedIn, sur la partie chat du site web et autres. Donc, on a eu un immense plaisir à vous avoir ce soir, Clotilde. Donc, on vous laisse le mot de la fin. Merci, merci beaucoup. Je travaillais secrètement sur ce thème dans un autre cadre il y a quelques mois. Et donc, vous m'avez donné l'opportunité d'approfondir mes recherches et surtout de partager l'expérience. S'il y a une chose à retenir, c'est que le stress ne doit pas vous tuer. Vous êtes capable d'anticiper sur le stress et d'en faire une force. Donc, pour 2026, prenez courage, c'est possible, n'ayez pas peur. OK? Vous pouvez vaincre le stress. Il ne mourra pas complètement. Hein. Il vous faut quand même un tout petit peu de stress pour vous porter, mais ne le voyez plus comme un facteur bloquant. Même le ciel ne doit pas vous arrêter. En tout cas, c'est ma philosophie. Même le ciel n'est pas ma limite. Ce n'est pas le stress qui va m'arrêter. Merci à tous. Merci. Merci pour tout. Merci. Merci Clotilde. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci beaucoup, Clotilde. Est-ce qu'on pourra avoir le PDF de la présentation? Oui, je vais envoyer le PDF à Rodrigue. Je crois qu'il a vos emails. Il pourra vous le partager. Je ne sais pas, moi. Oui, on a les emails et les numéros de téléphone de tous les participants, donc on pourra le leur faire parvenir. Donc, merci à tout le monde et bonne soirée. Excellente fin d'année pour tous ceux avec qui on va pas se revoir, se parler. Merci. Merci infiniment. Merci bien. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Merci, je peux garantir et quelle est le service qui doit améliorer une disponibilité